Histoire mère chérie Jack. Il était une fois quelque chose qui s'est produit. Si cela n'était pas arrivé, on ne le dirait pas. Il était une fois un homme qui avait un enfant. Cet enfant était le plus jeune des 7 que le Seigneur lui avait donnés. Il était donc destiné dès sa naissance à avoir de la chance. Il a été baptisé John, parce que tous les cancres et parvenus s'appellent John. Le père aimait le petit Jack comme la prunelle de ses yeux. Il ne pouvait en être autrement, puisque le garçon était le plus jeune d'une famille de 7 enfants et le plus petit, le plus potelé et le plus gros de tous. Mais le père ne compte pas pour tout. Il va et vient, apparaît et disparaît. La maison n'est pour lui qu'un lieu de couchage. La mère est la véritable âme du foyer. Elle en baigne un, en nourrit un autre et en nettoie un troisième. Jack était le garçon de sa mère, l'animal de compagnie de sa mère, le chéri de sa mère, l'enfant le plus beau et le plus brillant de sa mère. Ils disent qu'il n'est pas bien qu'une seule personne soit tout, que le plus bas soit le plus haut et que l'enfant gouverne la maison. Jack grandissait chaque jour, et plus il grandissait, plus il devenait querelleur, obstiné et, par conséquent, volontaire. Il y avait donc souvent, voire même, à vrai dire, très souvent, de la colère dans la maison à cause du garçon. Chaque jour, Jack entendait des mots durs. Mais comme il était prouvé que les paroles ne faisaient aucune impression, les punitions suivaient fréquemment. Ah! Mais Jack était le plus jeune d'une famille de 7 ans. Celui qui punissait souffrait, pas celui qui était châtié. Si le père fouettait Jack, la mère essuyait ses larmes. Si la mère le giflait, elle se gardait de le laisser savoir à son mari. C'est un mauvais exemple, lorsqu'un enfant casse un pot, que la mère se met à travailler pour ramasser les morceaux. Les choses vont alors mal, et il est bon de ne plus en dire un mot. Alors ça s'est terminé. Jack est devenu un enfant très désobéissant, et la désobéissance se venge sur les désobéissants. Si son père voulait lui apprendre quelque chose et lui disait, « Mon cher Jack, regarde, fais-le, c'est vrai. C'est ainsi qu'on attelle les bœufs devant les charrettes, c'est ainsi qu'on enfonce le clou dans la roue. C'est ainsi qu'on transporte les sacs, et d'autres leçons utiles. » L'esprit de Jack était fixé sur autre chose et il répondit, « Oh! Laisse-moi tranquille. » Ainsi, d'un « Oh! Laisse-moi tranquille. » à un autre « Oh! Laisse-moi tranquille. » Jack est devenu un grand garçon sans même avoir appris qu'une charrue a des manches, qu'un moulin n'est pas un mortier et qu'un lavache n'est pas un bœuf. Et il ne pouvait pas faire grand-chose de cette façon. Un jour, son père se préparait à aller à la foire. Tout était prêt, sauf une épingle qui n'avait pas encore été passée sous le joug. « Père, » dit Jack, « je viens avec toi. Il vaudrait mieux que tu restes à la maison, pour ne pas te perdre au marché, » répondit son père. « Je veux y aller. Point. Je ne t'emmènerai pas. Je vais aller. Je ne te prendrai pas. » Tout le monde sait ce que sont les enfants avant-gardistes. Dès qu'on leur dit qu'une chose ne peut être obtenue, ils veulent s'en emparer par la force. Son père ne pouvait pas s'en empêcher, alors il a mis Jack dans le chariot et est parti avec lui à la foire. « Attention, » dit-il, « vous devez rester près de moi. »« Oui, père, » dit Jack docilement, pour la première fois dans la mémoire de la famille. Et jusqu'à ce qu'ils atteignent la fin du village, Jack resta assis comme s'il était cloué à l'arrière du chariot. À la sortie du village, il avança un pied, puis il releva la tête et se mit à regarder autour de lui. Finalement, il se releva, s'appuya sur le côté de la charrette et commença à observer les roues.
Il ne pouvait pas comprendre comment une roue bougeait d'elle-même, comment on parlait à la hâte après l'autre, avançant constamment sans bouger de place, voire sans bouger sous son propre nez. Ils atteignirent les bois. Jack leva le nez et regarda la bouche grande ouverte. Les arbres de droite et de gauche s'élançaient et couraient de toute leur force, les uns après les autres. Il doit y avoir de la sorcellerie là-dedans. Jack sauta du chariot et sentit à nouveau le sol solide sous ses pieds. Mais il se tenait une fois de plus, la bouche grande ouverte. Les arbres s'arrêtaient désormais, mais la charrette avançait de plus en plus loin. Arrête, père, arrête, pour que je puisse voir comment les roues tournent, cria le garçon au bout d'un moment. Mais maintenant, ses cheveux étaient hérissés de peur. Il entendit son cri répété dans 10 directions différentes, tandis que son père continuait sa route sans remarquer son cri. Père! Il appela encore, et encore une fois il entendit le mot 10 fois. Jack fut terriblement effrayé et, voyant qu'aucun endroit n'était aussi agréable que chez lui, il se mit à y retourner en courant. Rien d'autre qu'un nuage de poussière n'était visible derrière lui. Il a couru encore et encore vers la maison jusqu'à ce qu'il prenne la mauvaise route. Vous voyez maintenant combien il est regrettable que des personnes inexpérimentées ne écoutent pas les conseils des plus sages. Jack avait eu tort d'essayer de rentrer chez lui en courant alors qu'il ne connaissait pas le chemin à travers la forêt. Il courut longtemps, puis ralentit peu à peu son allure et commença enfin à marcher, mais il continua sa route à travers forêt après forêt, à travers une prairie, et encore à travers les bois, puis à travers une autre prairie, jusqu'à ce qu'il soit complètement fatigué, et fatigué de sa vie. Seigneur, aie pitié de moi, je serai toujours obéissant à l'avenir, s'écria-t-il enfin et son cœur devait être très lourd lorsqu'il prononçait de telles paroles. Après cela, il n'a pas marché beaucoup plus loin. À peu de distance, à l'orée du bois, se trouvait un village. Jack sauta de joie quand il le vit et ne s'arrêta qu'au milieu. Puis il allait de maison en maison, et plus il avançait, plus il s'étonnait de trouver toutes sortes de maisons sauf la sienne. Il ne savait que faire et se mit à pleurer. « Pourquoi pleures-tu, mon fils ?» demanda un homme qui revenait des champs devant une charrette tirée par 4 bœufs. Jack a raconté son histoire et l'homme a eu pitié de lui. « Quel est ton nom ?» demanda le bon paysan. « Jack » répondit le garçon. « Mais ton père ? Quel est son nom ? » Son nom est Père, répondit le garçon. « Comment s'appelle le village auquel tu appartiens ? » Village. Il a dit. Jack ne pouvait donc répondre à aucune question et l'homme ne pouvait rien faire pour l'aider. Il le prit donc à son service comme garçon de labour, car il avait justement besoin d'un tel garçon pour guider les bœufs tout en tenant les manches de la charrue. Ainsi Jack devint le serviteur d'un homme digne du village à la lisière de la forêt. Mais il était de peu d'utilité, car il n'avait pas prêté attention aux bonnes instructions qui lui étaient données. Et quiconque ne sait pas bien faire quelque chose doit s'attendre à de nombreuses réprimandes. Un jour, le maître de Jack se préparait à aller au marché. « Écoute, Jack, dit-il, graisse bien le chariot, car nous allons au marché demain. » Jack a dit « oui », a pris la graisse et a commencé à se gratter la tête. Il ne savait pas graisser une charrette. Il n'avait jamais écouté quand on le lui avait dit, ni regardé quand il aurait pu le voir. Alors maintenant il ne savait plus quoi faire. Enfin, d'après ce qu'il avait appris jusqu'ici, il se rappela que le début d'une charrette est au joug, c'est-à-dire au poteau. Il pensa donc qu'il fallait commencer par là s'il voulait mener à bien son affaire. Il graissait les pentes, le poteau et même le support de la charrette. Ici il s'arrêta,
car il n'y avait plus de graisse. Alors il est allé en demander. Maître, dit-il après être entré dans la pièce, donnez-moi encore un peu de graisse. Pourquoi diable veux-tu plus de graisse? Répondit son maître avec colère. Je vous en ai donné de quoi graisser 3 fois la charrette. Jack a dit qu'il n'y en avait eu que pour les collines, le poteau et le support. Quand son maître entendit de telles paroles, il prit Jack par l'oreille, le fit sortir et lui donna une telle raclée que jamais de sa vie il n'oublia que seuls les essieux d'une charrette doivent être graissés. Eh bien, que devait faire le chéri de la mère? Il était obligé de le supporter, puis de faire attention, pour apprendre à graisser une charrette. Une fois la charrette prête, les bœufs furent mis dedans et le maître s'assit devant, mais Jack s'accroupit à l'arrière de la charrette comme un petit tas de misère, sanglotant de temps en temps d'avoir tant pleuré. Silence, dit sévèrement son maître, ne me laisse plus entendre un mot de toi. C'était la dernière chose avant qu'il ne parte. Jack était assis aussi immobile qu'une souris, il avait presque peur de respirer. Finalement, cela devint ennuyeux. Alors il recommença à surveiller les roues. Mais il était plus sage maintenant et ne s'étonnait ni des roues ni des arbres. Pourtant, il vit quelque chose qu'il ne parvenait pas à comprendre. Souvent, s'il avait vu tourner une roue, il n'avait jamais remarqué l'axe qui en sortait. Le chariot est passé sur une grosse pierre et, clear, la goupille a rebondi hors de l'essieu et est tombée sur le sol. C'était joli à regarder, mais le garçon ne le comprenait pas. Il aurait aimé poser la question à son maître, mais le fermier lui avait ordonné de se taire. Au bout d'un moment, l'écrou s'est desserré. Jack pensait comprendre pourquoi. Immédiatement après, Bump a également laissé tomber la noix et est resté derrière le chariot. Jack sursauta et allait dire quelque chose, mais il regarda son maître et se souvint qu'on lui avait ordonné de rester immobile. Mais il comprenait une chose. Si l'écrou était tombé à cause du clou, la roue se détacherait faute d'écrou. Il avait à peine compris cela, que du crack. La roue tomba dans la poussière et resta derrière la charrette. La charrette avança un moment sur 3 roues, puis elle se renversa, brisant le poteau en 2. Maintenant, ils étaient dans une mauvaise passe. Ça y est, s'écria Jack terrorisé. N'ai-je pas dit que cela arriverait? Nous ne perdrons plus de mots à ce sujet. Le fermier était tellement en colère. Se retrouver au milieu de la route avec un poteau cassé n'est pas une blague. Le fermier saisit Jack, lui donna une autre raclée sonore, puis lui dit de s'en aller afin de ne plus lui causer d'ennui. Il avait vraiment tort, car il avait lui-même interdit à Jack de parler. Mais Jack était également à blâmer. S'il avait toujours obéi, il aurait appris bien avant jusqu'où allait un tel ordre. Il avait été trop obéissant, obstinément obéissant. Et ce n'est pas bien non plus. Le fermier continua son chemin du mieux qu'il put, mais Jack resta à pied au milieu de la route. Hélas, malheur à lui, je ne sais vraiment pas ce qu'il va faire. Il s'engagea sur un chemin qu'il ne connaissait pas et espérait rentrer chez lui. Il parcourut de nouveau les prairies et les forêts, marcha très, très longtemps, jusqu'à ce que ses pieds ne puissent plus le porter. Cette fois, il trouva un village dans une belle prairie, et à l'extérieur du village se trouvait un homme qui surveillait un troupeau de moutons en train de paître. « Comment allez-vous, bon monsieur? Merci bien. Puisses-tu grandir, mon fils? » Un mot en entraînait un autre, et Jack raconta brièvement à l'homme toute son histoire, du début à la fin, et le paysan était content, car justement à ce moment-là, il avait besoin d'un berger pour conduire le petit troupeau au pâturage,
le conduire arroser et surveiller-les afin qu'ils ne se mêlent pas aux autres. Il s'agissait d'une race particulière de moutons et il ne les aurait en aucun cas blessés. De tels moutons, disait-on, n'appartenaient qu'à un seul empereur, de qui le paysan avait obtenu l'unique agneau. C'étaient donc des moutons, eh bien, on imagine comme ils étaient beaux, puisqu'ils descendaient d'un agneau ayant appartenu à un empereur. Jack était heureux aussi, car il avait de nouveau de la chance. Ils ont donc conclu un marché et Jack est devenu un jeune berger. Vous devez garder les brebis toute la journée, les conduire dans la vallée pour boire, et quand la nuit tombe, les ramener au bercail. S'il fait froid, faites du feu à l'entrée de l'enclos, et que les brebis ne gèlent pas, conduisez-les au bercail. C'étaient les ordres du paysan, et Jack a dit qu'il ferait exactement ce qu'on lui disait. Pendant la journée, Jack surveillait les moutons. Quand il avait soif, il les emmenait boire et, à la tombée de la nuit, il les conduisait au bercail. Ce pli était une étrange invention. Jack n'en avait jamais vu auparavant. Elle était entourée d'une clôture de branches de saule tressées, couverte de joncs pour que la pluie ne puisse pas la blesser, mais en un endroit une ouverture avait été laissée, au-dessus de laquelle était un toit de roseaux soutenu par des poteaux. C'est l'entrée du bercail, se dit Jack, ravi de sa pénétration. Comme il avait froid, il fit du feu dans l'ouverture, juste sous le toit de roseaux. Un feu est une bonne chose, et Jack s'y réchauffait. Puis il se souvint que son maître lui avait dit de conduire les moutons dans la bergerie pour éviter qu'ils ne gèlent. Certes, il ne comprenait pas pourquoi il faisait plus chaud à l'intérieur du bercail qu'à l'extérieur, mais il exécuta ce qu'on lui ordonnait. Saisissant le plus beau bélier, celui qui portait la grosse cloche autour du cou, il le poussa par l'ouverture dans la bergerie. Mais voilà, le feu brûlait dans la brèche, et le bélier était si brûlé qu'il ne restait pas un fil de laine sur son corps. Oh! Maintenant je comprends, s'écria Jack, encore plus content. Les moutons doivent passer par le feu pour éviter qu'ils ne gèlent. Et comme il sentait qu'il faisait bien, il enfila toutes les brebis dans la bergerie les unes après les autres. Soudain, il remarqua que la clôture, le toit de chaume et le toit au-dessus de l'ouverture avaient tous pris feu et flambaient joyeusement. Jack resta parfaitement immobile. Il n'avait jamais rien vu de pareil et se réjouissait de si bien exécuter ses ordres, car il comprit que les moutons ne pouvaient pas avoir froid au milieu du feu. Il observait donc avec contentement le travail qu'il avait accompli. Une chose qu'il aurait souhaité, que son maître soit là, pour qu'il puisse dire, « Voyez comme je comprends bien l'élevage des moutons. » Et le souhait s'est exaucé. Son maître était assis à table, mangeant du pain et des oignons, car c'était un jour de jeûne. Il regarda par la fenêtre et vit un grand feu sur les montagnes, et en le regardant plus attentivement, il remarqua qu'il était dans la direction de son bercail. Cela semblait étrange. La bouche pleine, il quitta la maison, marcha de plus en plus vite, se mit à courir et monta de plus en plus haut sur le flanc de la colline jusqu'à ce qu'enfin, haletant, il atteigne son bercail. Hélas! Hélas! Quelle vue! Le bercail brûla, les moutons de la race impériale furent tous rôtis, si bien qu'on aurait pu croire que ce n'étaient que des melons trop mûrs. C'était un mauvais travail, vraiment un très mauvais travail. Jack avait fait beaucoup de mal et serait peut-être reconnaissant de s'en sortir avec une flagellation. Et c'est ce qui s'est passé. Le fermier, enragé, voire plutôt furieux, s'empara du rusé berger et le frappa à tel point qu'il l'aurait presque tué si Jack n'avait pas heureusement échappé à ses mains.
Mais après s'être enfui, Jack s'enfuit et courut de toutes ses forces, de sorte qu'il ne se retourna que lorsqu'il fut dans les bois. Que fallait-il faire alors? C'est ainsi que se comporte une personne lorsqu'elle n'a aucun sens. S'il s'était bien comporté, il serait resté tranquillement assis dans la maison, à manger du sucre d'orge et du lait. Jack marchait encore et encore à travers la forêt, tournant à droite et à gauche, en avant et en arrière, ici et là. Il allait encore et encore, pauvre garçon, essayant de trouver un chemin qui mènerait à la maison. Il avait tellement faim et soif qu'il suçait la rosée des feuilles et mangeait les pommes de chêne et les glands qu'il trouvait par terre. Puis il devint fatigué, fâché et effrayé. Malheur à celui qui s'égare dans une forêt. La nuit tomba et l'obscurité le surprit dans les bois terribles. Ses cheveux se dressaient et il était si terrifié qu'un frisson courut dans toutes ses veines lorsqu'il entendit les loups, les ours et toutes sortes de bêtes sauvages hurler et haleter dans la forêt. Il n'y avait plus d'échappatoire désormais. Puis il aperçut un grand arbre avec un trou dans son tronc assez grand pour l'abriter. En s'approchant, il remarqua que ce trou avait été creusé. Tout allait bien. Il s'y cachait pour éviter d'être dévoré par les bêtes sauvages, et était si heureux de se retrouver en sécurité qu'il n'éprouvait plus de tristesse ni de faim. Quand on a échappé à un grand danger, on ne pense plus aux petits désagréments. Jack s'endormit de fatigue et rêvait simplement qu'il était à la maison en train de manger du mil et du lait, quand soudain, pif, paf, puff, il entendit un coup de feu et sursauta de terreur. Que s'était-il passé? À quelques pas seulement de lui, 12 gros et horribles voleurs, des footpads, s'étaient assemblés avec leur capitaine, faisaient du feu, rôtissaient un bœuf et tapaient un tonneau de bon vin. Ils allaient faire la fête. Quand Jack vit le bœuf à la broche, il commença à se sentir presque affamé. Cher moi, il avait tellement faim qu'il se serait volontiers transformé en ver à bois et aurait rongé l'arbre. Le pauvre garçon, dans son inexpérience, ne savait pas à quel point les voleurs étaient terribles, alors il sortit du trou et s'approcha d'eux. Ce n'était pas sage. Il ne faut pas prendre à la légère les voleurs. Jack a dit qu'il aimerait aussi quelque chose à manger. Les voleurs l'ont tous regardé fixement, puis ont sorti leurs couteaux et leurs épées et ont commencé à les aiguiser pour le couper en morceaux et le tuer avant qu'on puisse dire Jack Robinson. C'est comme ça avec les voleurs. Ils ne font pas beaucoup de cérémonies. Arrêtez, dit l'un d'eux. Est-ce que ce garçon ne pourrait pas nous être utile? Comment? Demanda un autre. Peut-être qu'il est le 7e enfant, alors il pourra nous trouver du mou de fer, a déclaré le premier intervenant. C'est vrai. Crièrent-ils tous. Ils interrogèrent donc Jack et furent fous de joie lorsqu'ils apprirent qu'il était en réalité le 7e de 7 enfants. Le point en question était le suivant. Les voleurs avaient appris que l'empereur avait reçu une immense somme d'argent, tout en or, d'un marchand qui était depuis longtemps son débiteur. Les méchants voulaient voler ce trésor. Mais l'empereur l'avait placé dans une pièce fermée par 7 portes à barreaux de fer, et sur chaque porte se trouvaient 7 serrures travaillées avec une grande habileté, de sorte que personne ne pouvait les ouvrir. Il s'agissait donc d'une véritable affaire impériale, qui nécessitait un examen attentif. C'est pourquoi les voleurs s'étaient adressés à une sorcière pour qu'elle leur donne des instructions et un puissant charme au moyen duquel ils pourraient se frayer un chemin à travers les serrures royales et les portes aux barreaux de fer. La sorcière leur avait dit que rien d'autre que le mou de fer ne pouvait ouvrir les serrures, et que la plante ne pouvait être trouvée que par le 7e des 7 enfants, alors qu'il était encore un enfant innocent, dans l'aube grise du matin, quand elle brillait dans le ciel. Prairie parmi les autres herbes.
De plus, celui qui possédait la plante devait alors se faire une entaille au doigt, la déposer dans la coupure et l'y laisser jusqu'à ce que la plaie soit guérie, afin qu'elle reste dans le doigt. Après cela, n'importe quel morceau de fer, serrure, verrou ou chaîne, quelle que soit sa solidité, s'ouvrirait à sa demande. Une telle plante serait pour les voleurs non seulement une source de divertissement, mais un bien précieux. Alors ils ont diverti Jack et lui ont fait un lit moelleux où il pourrait dormir profondément, mais ils lui dirent qu'ils le tueraient s'il ne trouvait pas la plante. Toute la nuit, le pauvre Jack a rêvé de chercher la tige de l'herbe. Aux premières aurores grises, les voleurs réveillèrent le garçon et l'envoyèrent le chercher. Jack se traîna à quatre pattes et, alors qu'il était dans cette position, regardant par-dessus les tiges des plantes dans la prairie, il en aperçut instantanément une qui brillait. C'était celui-là qu'il voulait. C'était du mou de fer. Parmi les voleurs se trouvait un borgne, enfermé dans les cachots impériaux et qui s'en était sorti chargé de chaînes. Les chaînes avaient ensuite été limées, mais les menottes étaient faites d'un type de fer spécial que le feu ne fondait pas et que la lime ne rayait pas. Jack toucha les menottes avec la plante et, clear. Il est tombé au sol en claquant. Ah! Que tu aies de la chance, mon fils! Tu m'as libéré d'un ennui, dit le voleur ravi. Mais lorsque le capitaine prit la plante des mains de Jack pour lui retirer la deuxième menotte, il travailla en vain, le fer ne voulut pas lui obéir. La sorcière ne leur avait pas dit que l'herbe n'obéirait à personne sauf à la personne désignée par le destin pour la trouver. Alors les voleurs virent que le mou de fer ne leur servirait à rien, et s'en rendant compte, ils se mirent très en colère et aiguisèrent leurs couteaux et leurs épées pour tuer Jack. « Arrêtez !» cria le brigand borgne. « Vous avez dit que vous ne le tueriez pas s'il pouvait trouver la plante pour nous. Il l'a trouvée. En tant qu'homme de parole, nous ne devons pas le tuer. Et ils ne l'ont pas fait, car les voleurs sont des hommes de parole. Que ce soit bien ou mal, ce qu'ils ont promis, ils l'accomplissent. Pourtant, craignant que Jack ne les livre à la justice, ils ont trouvé un autre moyen de se débarrasser de lui. Qu'ont ils fait? Ils s'emparèrent de Jack et le mirent dans un tonneau ouvert, puis le fermèrent, l'entourèrent de bandes de fer et s'en allèrent. C'était une mauvaise action. Ainsi Jack alla du bien au mal, et du mal au pire, jusqu'à ce qu'enfin nous le voyions enfermé dans un tonneau de vin. Que allait-il devenir? Pensez-y. À l'intérieur d'un tonneau, c'est la fin de tout. Jack se mit à pleurer, à hurler jusqu'à ce que les loups affamés l'entendent et accourent, pensant qu'ils pourraient le dévorer. Mais il ne pouvait rien faire d'autre que se lécher les babines. Jack était enfermé dans le tonneau. Dès qu'il s'aperçut que les loups étaient proches, il regarda par la bonde et resta parfaitement immobile. Les loups se jetèrent alors sur les restes du bœuf et se battirent avidement pour les os. L'un, le plus gros et le plus féroce, saisit un os et s'accroupit près du tonneau de Jack. Jack osait à peine respirer. Soudain, il vit la queue poilue du loup passer par la bonde. Jack avait terriblement peur. La queue s'enfonçait de plus en plus loin et Jack devenait de plus en plus alarmé. Finalement, le loup se secoua et se pencha davantage en arrière, de sorte que toute la queue entra et toucha le nez de Jack. C'était une mauvaise affaire. Jack trembla de peur et, dans sa terreur, il saisit la queue du loup à deux mains et s'y accrocha de toutes ses forces. Le loup, effrayé aussi, s'enfuit, entraînant le tonneau après lui. Vous auriez dû voir la merveille. La brute avançait pêle-mêle, frappant le tonneau contre les arbres, par monts et par vaux. Le loup qui courait, le tonneau qui le suivait,
Jack qui tenait fermement la queue, ça valait le détour. Soudain, pêle-mêle, le tonneau heurte une paroi et s'ouvre brusquement. Le loup continua sa course, mais Jack se retrouva chez lui, tenant fermement à deux mains la queue du loup qui avait été arrachée. Voilà pour Jack, le chéri de sa mère. Celui qui en sait plus peut continuer son histoire. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.